Femmes inspirantes et engagées de l'IPC, un podcast à la rencontre de 12 femmes lumineuses, inspirantes, de par leur engagement professionnel, leur combat contre le cancer, leur investissement associatif et humaniste. Elles sont artistes, patientes, aidantes, infirmières, chirurgiennes, médecins, cadres de santé ou administratives, mécènes, entrepreneurs ou encore présidentes d'associations. Elles ont toutes un point en commun, elles avancent vers un avenir qu'elles dessinent au jour le jour, sans renoncer à leurs rêves ou à leurs ambitions, en façonnant leur juste place avec passion, énergie et détermination. Ce podcast en 12 épisodes est une production de l'Institut Paoli-Calmettes, lancé en mars 2023 par moi-même, Valérie Rivier, directrice communication à l'IPC, à l'occasion de la signature de la charte parité femmes-hommes à l'hôpital. Épisode 10, Martine Bouissier, directrice de la qualité. Martine, bonjour. Bonjour. Donc Martine Bouissier, tu as 64 ans, 2 grandes filles et une très jolie petite fille adorable qui s'appelle Lola. Tu es originaire de la région, tu habites à Aix-en-Provence et tu es directrice de la qualité depuis 2017 au sein de l'IPC. Tu as d'ailleurs intégré l'Institut en 2002 en tant que responsable qualité. Un parcours riche, orienté vers la qualité des soins et notamment l'accompagnement des patients et des aidants. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton parcours professionnel? Pourquoi tu t'es déjà engagée au sein de l'IPC et pourquoi dans le domaine de la santé notamment? Alors d'abord, j'ai commencé mon parcours non pas à l'IPC, mais dans un centre de soins et de rééducation. J'y ai passé 20 ans aussi, en tant qu'adjointe de direction. Et à cette époque sortent les ordonnances 96, puis tout ce qui touche à la qualité des soins. Quelque chose qui m'inspire. Et donc, je reprends mes études et je passe un diplôme de responsable qualité. Ce qui me permet de bifurquer après, d'intégrer l'Institut Paoli-Calmettes. Et puis, fort de tout ce que je découvre et d'expérience au sein de cet établissement, je poursuis mes études. Également en possession alors à l'époque ça s'appelait des ESS, aujourd'hui des masters. Donc là, j'ai aussi également des compétences en termes d'évaluation, de logique d'amélioration et de stratégie à ce niveau-là. Et donc, je reprends mes études, je rentre à l'école centrale à Paris et je prépare une thèse pour toute la partie gestion des risques. Et à la suite de quoi, j'ai été nommée directrice qualité et coordonnateur des risques associés aux soins, qui était également en relation avec un décret qui venait également de sortir. Et ces formations diverses que tu as faites pour enrichir au fil de l'eau ton parcours professionnel et tes connaissances, ça a été accompagné, porté par l'IPC également dans le cadre de la formation continue, ou ce sont des initiatives très, très personnelles? Alors, initiative personnelle jusqu'à l'école centrale qui a été effectivement portée par l'Institut Paoli-Calmettes avec le professeur Patrice Viens en tant que directeur de thèse. Aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes? Aujourd'hui, nous sommes dans le département qualité, nous sommes 5. Et je viens effectivement en plus d'avoir l'opportunité de satisfaire au poste de directrice du département d'appui pour tout ce qui est l'organisation et la sécurisation des parcours de soins. Et donc là, effectivement, l'équipe s'est bien agrandie. Étoffée depuis? Étoffée. Et nous sommes 12 dans l'équipe. En tant que manager d'une équipe orientée qualité des soins au service, bien sûr, de l'ensemble des collaborateurs, collaboratrices, mais surtout des patients, qu'est-ce qui te préoccupe le plus au quotidien, ou qu'est-ce qui te stimule le plus dans ton travail au quotidien? Alors ça, c'est très clair, c'est le challenge et le défi. C'est de toute façon en matière de qualité et de sécurisation des soins, ce
Ce sont des défis permanents parce qu'il faut être systématiquement à la pointe de tout ce qui sort et d'être au clair avec, alors là c'est un peu technique, mais des procédures, des normes, etc. Et c'est une remise en question permanente justement de la capacité des équipes, des organisations à être au plus haut niveau de performance et d'excellence qu'on doit représenter au sein du territoire, déjà de la Provence, mais bien évidemment au-delà. Donc c'est systématiquement cette capacité à mettre l'établissement en conformité, mais au-delà, c'est-à-dire que voilà, il y a la conformité, c'est la base, et puis il y a encore mieux, et comment est-ce qu'on peut faire toujours mieux, et voilà, on fait tous des très belles choses, mais est-ce qu'on pourrait faire encore autrement, encore mieux? C'est un vrai défi. Viser l'excellence toujours et encore. Toujours. D'ailleurs, en termes d'excellence, en termes d'accréditation, de certification, vous avez accompagné l'IPC, enfin tu as accompagné, pardon, l'IPC depuis. Vers quel type d'accréditation, de certification? Alors en fait, quand j'ai pris ma fonction en 2002, l'établissement venait de passer la première visite de certification de la Haute Autorité de Santé. Avait vécu ce passage de façon un peu compliquée, et donc bien évidemment souhaité recruter un responsable qualité. Et à partir de là, on a essayé de déployer, en fonction des activités et des organisations, des accréditations spécifiques, accréditation ou certification, labellisation, parce que c'est un petit mélange. Et donc, on a poursuivi toutes les accréditations de la Haute Autorité de Santé au fur et à mesure des itérations, avec chaque fois une reconnaissance de haut niveau. Une accréditation, par exemple, pour le département d'hématologie en ce qui concerne les cellules hématopoïétiques. Donc là, avec l'accréditation JACI, on a déployé l'accréditation internationale OECI avec les centres qui sont aujourd'hui reconnus en tant que Comprehensive Cancer Center. Et également des départements, typiquement, par exemple le centre de ressources biologie avec lequel j'ai démarré ma première certification ISO 9001, puis aujourd'hui le département de la recherche clinique et d'innovation. J'en oublie certainement, parce qu'on avait également été certifié EMAS, c'est la certification qui autour de tout ce qui touche l'environnement et avec quelques exigences supplémentaires européennes. On l'a abandonné dans le sens où c'était une accréditation, enfin une démarche, un engagement sociétal, donc peut-être pas forcément avec une obligation d'accréditation proprement parlée, mais qui nous a quand même mis dans un concept de développement durable, hein, qui est quand même important. Voilà, j'en oublie certaines, mais je veux dire, on accompagne effectivement. Là, dernièrement, c'est l'imagerie interventionnelle qui s'engage sur l'accréditation IAOSIOS, qui est aussi une accréditation propre sur les pratiques interventionnelles en imagerie. Et dans la qualité, donc c'est votre métier depuis déjà plusieurs années. Quels sont les prérequis, on va dire, attendus pour qu'une personne, on va dire, performe dans le domaine de la qualité? Est-ce qu'il y a un savoir-être, outre les compétences, bien sûr, techniques et la formation idoine, qu'est-ce qui est attendu, on va dire, de vos équipes ou des collaborateurs, collaboratrices engagés dans ces démarches? Alors, il y a deux compétences non techniques. La patience et la pédagogie. Ces deux compétences sont fondamentales parce que la qualité, ça ne s'improvise pas, ça ne se décrète pas, c'est quelque chose qui n'est pas concret. Donc, c'est un apprentissage, une acculturation, et on a besoin de travailler avec les équipes posément, dans le temps, jamais en urgence. Une accréditation ne peut pas se faire en urgence. La compétence technique peut faire qu'on peut réduire le délai de préparation d'une certification accréditation, mais néanmoins, on a un besoin d'acculturation et de maturité dans le système pour démontrer le niveau de performance. Donc la patience, parce qu'effectivement, il faut expliquer, c'est sans fin aux équipes,
comment est-ce qu'on aborde une norme, etc. Et beaucoup de pédagogie, parce que justement, il faut travailler avec eux, expliquer, réexpliquer, revenir. Voilà. Donc c'est sûr que ça demande... Ces deux compétences non techniques sont fondamentales. Patience et pédagogie. C'est vraiment primordial. Aujourd'hui, vous occupez plutôt une fonction clé au sein de l'IPC. Et quels sont les projets à venir, puisque en fait, vous pourriez partir paisiblement vers d'autres horizons faits de loisirs ou de temps partagé avec vos amis, famille, enfin davantage, puisque vous avez, on va dire, atteint le Graal en étant proche de la retraite. Je sais qu'on vous a demandé expressément de rester pour consolider les bases suite au changement de gouvernance au sein de l'IPC. Comment vous voyez les prochains mois à venir, avec quels enjeux et quels objectifs aussi de transmission, on va dire, de tout ce background, de toutes ces connaissances Alors, tu as parfaitement résumé la situation. Effectivement, je confirme que je vais partir paisiblement. Comme je l'ai dit et je le répète, je ne souhaite pas venir travailler à l'Institut Paoli Calmettes avec un déambulateur. Donc, je vais effectivement... j'ai anticipé, je vais partir en retraite l'année prochaine. Le mois reste à définir, mais l'année prochaine, voilà. Et oui, ma mission là, aujourd'hui, parce que j'aurais pu m'arrêter fin d'année dernière, mais ma mission, que cette nouvelle gouvernance, Norbert Hervé et Carmen Chassin me confient, c'est effectivement d'accompagner le changement dans l'organisation des parcours de soins et puis l'accompagnement aussi de ce projet d'établissement qui est une opportunité pour l'établissement. Et donc d'installer cette mission de direction, d'appui pour les parcours de soins. Et une fois que tout ça est en place, je vais pouvoir partir sereinement, m'occuper de ma petite fille Lola, qui m'occupe beaucoup tous les week-ends, et j'aimerais pouvoir profiter. Mais pas que, parce que je continue dans la dynamique d'études, j'aime apprendre, j'aime être toujours surprise, j'aime ça. Et du coup, je vise l'université du temps libre, pourquoi pas. Sur les langues, j'adore les langues, et donc continuer à apprendre des langues. Voyager, parce que j'ai pas beaucoup voyagé, j'avais pas beaucoup de temps. J'aimerais bien aujourd'hui, si je peux voyager. Donc j'ai plein de projets, donc m'occuper de moi aussi, pourquoi pas. Tu ne risques pas de t'ennuyer. Martine, si tu avais un petit message comme ça, naturel, quelque chose que tu voudrais confier à d'autres femmes qui voudraient s'orienter vers des carrières administratives qui font sens à l'hôpital, dans le domaine de la santé, notamment sur des postes clés comme le tien, qu'est-ce que tu pourrais leur confier comme conseil ou comme vision? Alors, avec beaucoup de recul et d'émotion, mais là, je n'expliquerai pas pourquoi, je dirais croire en soi. C'est fondamental. Ne jamais baisser les bras. Tout est possible. Il faut juste le vouloir. Ça, c'est vraiment un leitmotiv pour moi et ça m'a permis justement, peut-être, d'arriver là où je suis. Et j'en suis très heureuse et fière. Merci beaucoup Martine pour cet échange, c'était très agréable. Merci à toi. Je sais que c'était un exercice pas forcément très facile et une fois de plus, tu t'en es sortie avec brio. Je n'aime pas vraiment être devant les projecteurs, c'est plutôt en qualité, on accompagne, donc on est plutôt dans l'ombre et on doit rester dans l'ombre. Oui, mais alors le projet de ce podcast, c'est de mettre en lumière les femmes inspirantes de l'IPC. Je suis ravie quand même que tu aies accepté de jouer le jeu. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Je remercie chaleureusement notre invité de ce jour pour son propos stimulant et motivant. Un grand merci à nos auditrices et auditeurs pour leur écoute bienveillante. Si le podcast vous a plu, faites-le savoir autour de vous en laissant des avis et un maximum d'étoiles. Merci, à la semaine prochaine.